Processus électoral en RDC, la décrispation du climat politique, est-ce un préalable et valable pour la tenue des élections apaisées dans le pays de Joseph Kabila? Mais également, nous allons évoquer l'affaire en rapport avec le Dauphinat au sein de la majorité présidentielle. Lambert Mende stipule que celui-ci sera connu au mois de juillet, comme pour interpréter le calendrier électoral de la CENI qui fixe les dépôts des candidatures au mois de juillet. Le financement des élections, est-ce que le volet social, qui est également une priorité dans l'accord signé, ne pourrait pas constituer un autre prétexte pour les reports des élections plus tard? Mais également, nous allons chuter au niveau de la visite du secrétaire général de l'AMP au sein des quartiers généraux des différents partis politiques de la majorité présidentielle. Pour quelle fin? Au cœur des élections, reçoit pour la deuxième fois mais le professeur Raphaël Louis, j'allais dire, il est secrétaire général adjoint, bien sûr, du MSR. Professeur, nous vous souhaitons le bienvenu. C'est pour la deuxième fois que vous êtes sur les plateaux au cœur des élections. Commençons par un sujet d'actualité. Le G7 dit ne pas vouloir participer aux élections si le climat politique n'est pas détendu. Plusieurs organisations d'ailleurs appellent à la décrispation du climat politique. Est-ce que cela est une raison valable qui pourrait aussi favoriser les élections apaisées dans notre pays? Merci bien. Je commencerai par une précision. Je suis assistant d'université, c'est vrai. Si c'est peut-être pour ça, professeur, j'accepte, mais pas professeur en tant que tel à l'université. Je suis assistant à l'université, c'est vrai. Oui. Et je suis le secrétaire général adjoint du MSR, chargé de l'organisation et implantation. La décrispation politique, parce qu'on en parle. Oui. C'est un critère valable. On ne refuse pas. On a besoin d'apaiser les esprits. On a besoin de calmer les gens. On a besoin de faire en sorte qu'il y ait une convivialité avant qu'on aille aux élections. C'est un critère valable, mais il n'est pas un critère absolu, sans lequel on ne peut pas aller aux élections. Non. La décrispation, ça veut dire que les prisonniers, selon les critères qui ont été ou qui seront arrêtés par la justice dans notre pays, peuvent être relaxés, ils peuvent être libérés, ils peuvent être amnistiés. C'est selon le cas. Mais sauf que dans la décrispation politique, l'on épingle de cas précis. C'est à ce moment-là que, moralement, moi je ne partage pas ce point de vue. C'est-à-dire, il y a des figures, que dis-je, des cas emblématiques, d'abord, qui ne sont pas des figures emblématiques. Avant d'arriver à ce niveau, des cas emblématiques. À quel niveau vous êtes d'accord que cela pourrait faciliter la tenue des bonnes élections en RDC? À quel niveau? Au niveau de dire que l'autorité peut juger de l'opportunité ou juger de la possibilité de commuer de peine, de pardonner à certains, parce qu'au nom de qui les lois sont dites en République démocratique du Congo. Ça veut dire que, à ce niveau-là, on peut dire, il y a des gens, par exemple, qui devaient faire 10 ans, qui en ont fait 7 ou 8 ou 9, l'autorité peut estimer, tiens, il ne reste qu'un an, on pardonne. Ça, c'est faisable. Et on a déjà fait, et nous avons connu plusieurs cas de gens qui ont été libérés parce que les peines ont été réduites et l'autorité a décidé de leur libération. Ce sont des cas qui existent.
Mais je dis là où moi je ne suis pas d'accord, c'est sur le plan moral, sur le plan éthique. Oui, Monsieur X est politicien, il est citoyen congolais. La loi en République démocratique du Congo dit que pour tel crime, pour tel fait, on a telle peine. Et la personne est en train de purger sa peine au regard de faits commis, jugés, condamnés. Et il y a d'autres Congolais qui ont commis les mêmes faits, ils ont été jugés, ils ont été aussi condamnés. Mais ceux-là ne sont pas politiciens, ne portent pas l'étiquette politicien. Mais celui-ci qui est dans le cas emblématique, sans être figure emblématique, il est politicien. Mais à lui, on lui dit, on demande avec insistance qu'il soit libéré. L'accord, mais s'il vous plaît, il y a... Oui, c'est ça l'accord. Oui, c'est ça l'accord. C'est le dernier chapitre de l'accord. Oui, l'accord. Justement. L'accord a été fait par des hommes. Des prisonniers d'opinion. On parle des prisonniers d'opinion. Ceux-là qui, entre guillemets, ont parlé ou ont diffamé. Ceux-là qui ont, je ne sais pas moi, porté atteinte à la sûreté, plutôt à la personne du chef de l'État, puisqu'ils ont parlé. Il cite les cas emblématiques de ceux-là qui sont considérés comme étant des prisonniers d'opinion. Non, attends, les cas emblématiques, on n'a pas distingué les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, les prisonniers... Les cas emblématiques, pour plusieurs faits, il y a certains qui sont là pour le cas de viol, il y a certains autres qui sont pour le cas de coups et blessures volontaires, il y a des gens qui sont là pour les cas de détournement de biens d'autrui. Je ne pense pas que ce soit ceux-là que vous appellerez des prisonniers politiques. Je ne pense pas. Est-ce que ce cas-là n'était-il pas un simple prétexte pour qu'ils soient en prison? Non, c'est pas moi. Selon vous? Non, je ne voudrais pas ici porter un jugement sur ce que la justice a fait. Et non, sur le travail de la justice, je n'ai aucun droit de porter un jugement. Mais nous sommes en train d'analyser les faits. Les faits sont tels que ces gens considérés ou qui constituent des cas emblématiques, et ces gens, on demande, ou l'opinion de leurs militants, de leurs partisans, demande qu'ils soient libérés. Ce sont des politiciens, ils portent l'étiquette de politiciens. Ils ont commis de faits répréhensibles par la société. Qui ne sont pas pour vous des prétextes. Il y a d'autres, ce ne sont pas des prétextes. D'accord. Pour qu'ils soient en prison. Il y a d'autres citoyens congolais, il y a d'autres compatriotes, ayant commis le même fait, sont aussi en train de répondre de leurs actes, ils sont en train de purger leur peine. Vous comprenez? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est cette démonstration que je voulais que, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, qu'ils comprennent. Ça veut dire que ce cas emblématique vont être libérés parce qu'ils sont politiciens. Mais d'autres compatriotes qui ont commis les mêmes faits ne sont pas libérés. Alors vous voyez, voilà, sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan de justice sociale, est-ce que nous pouvons être fiers de dire, tiens, le cas emblématique, parce qu'il est politicien, même ayant commis le fait répréhensible par la société comme les autres, lui est libéré, mais les autres là, le jour que ce cas emblématique pourra être libéré, si jamais ça arrivera, on va leur dire à la porte de la prison, chers compatriotes, vous avez commis le même fait, vous ne sortez pas parce que vous n'avez pas l'étiquette politicien. Est-ce que nous avons une société juste à ce moment-là? Je dis non. Très bien. C'est à ce moment-là que je dis. Très bien. Moi, je suis pas contre qu'on puisse libérer, même si on doit libérer tout le monde. Mais au moins sur le plan moral et sur le plan éthique, qu'est-ce que nous allons dire à ces autres compatriotes qui restent? Ça veut dire ici, quand on est politicien, on a un chèque en blanc, on peut faire n'importe quoi et on sera libéré au nom d'un accord qu'on signerait après ou au nom de la réclamation
de partisans de son parti. Alors, et on mais maintenant non, que leur nom, c'est pas ça la société, c'est pas ça l'état de droit que nous voulons construire. Justement. C'est pas la société juste que nous voulons. Très bien. Maintenant que leurs noms sont cités dans l'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Reste en prison? Toujours? Vous savez, l'accord aussi. L'accord n'est pas une Bible. L'accord n'est pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Pour dire qu'il n'est pas infaillible. C'est une convention. L'accord a été fait par des hommes. C'est une et convention. ces hommes-là, qui ont fait l'accord, avec un prétexte, qui ont signé l'accord, la sortie des crises en RDC. Ils sont faillibles, ils se sont peut-être trompés, ou ils n'ont pas bien poussé la réflexion jusqu'au bout, à ces niveaux-là, et ils ont, à la 642, sorti une disposition qui pénalise aussi d'autres compatriotes congolais se trouvant dans le même cas qui sont en prison. Parce que ça, c'est le pénaliser. Vous n'avez pas répondu à notre question. Laquelle? Maintenant que leurs noms sont cités par l'accord, oui, ils restent en prison ou il faut exécuter cette convention? Ce n'est pas moi qui décide de leur séjour en prison ou de leur libération. Mais moi, je suis en train de, comme analyste, je vous présente le fait. Moi, j'analyse ici le fait, non seulement en regardant vos cas, vous les appelez comment encore? Les cas emblématiques. Voilà, vous regardez vos cas, ce n'est pas moi, mais c'est vos cas emblématiques. Moi, je regarde les citoyens congolais tout court. Vous comprenez? Et je dis, en tant qu'analyste, je dis, c'est injuste. Et c'est là que je dis, l'accord, ceux qui l'ont signé, ceux qui sont allés traiter de ce cas, n'ont pas poussé très loin la réflexion, ils n'ont pas approfondi la chose, parce que c'est une justice injuste qu'on voudrait appliquer à ça. Alors cela veut dire qu'ils restent en prison? Mais pour autant ils ont la peine. Pour moi, ils peuvent continuer à rester en prison. Et dans ces cas, il y a des crispations. Mais attendez, ceux qui sont là, en prison, ceux qui n'ont pas de gens pour parler en leur faveur, ne sont-ils pas compatriotes congolais, citoyens congolais? Je crois qu'eux aussi doivent aller aux élections. Hein. Nous avons besoin de décrisper pour tout le monde, même pour ces électeurs-là qui sont en prison, qui ont commis les mêmes faits. Pourquoi ne pense-t-on pas à ceux-là qui n'ont pas, mais gens qui ont pensé à eux, ils ne sont pas prisonniers d'opinion? Non, s'il vous plaît, moi je pense, nous avons besoin de construire un Congo juste, un Congo, un état de droit comme on le dit. Mais le droit n'est pas un droit partisan. Si nous devons brandir nos accords en faveur de quelques personnes et en défaveur d'une multitude... Là, vous foulez au pied l'accord qui a été signé, cet accord qui a favorisé même la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. C'est un accord, excusez-moi, c'est un accord. On le respecte. Mais attention, un accord n'est pas, je répète ici, un accord n'est pas une constitution. On peut ne pas l'appliquer, il n'y a pas de conséquences. Hein? Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Sauf si nous-mêmes, nous voulons créer nos conséquences à nous. Moi, je dis, moi je parle, vous parlez au nom de figures emblématiques ou de cas emblématiques. Je parle au nom de l'accord. Non, pas au nom de l'accord. Je parle au nom de l'accord. S'il vous plaît. Puisque je ne suis pas en dehors de l'accord. Moi, je suis dans la dimension morale de la chose. Je suis dans la dimension morale de l'affaire. Et ici, la morale m'envoie, moi, à dire que m'oblige à être juste. Oui, je dois être juste. Bon, je n'ai rien contre, vous rejoins. Je n'ai rien contre ces gens. S'il vous plaît, je termine. Je n'ai rien contre ces gens-là. Ils peuvent être libérés demain. Mais seulement, je continue encore à me poser des questions. Qu'est-ce que nous allons dire et qu'est-ce que nous allons faire de ces autres compatriotes ayant commis le même fait qui resteront en prison? Qu'est-ce que nous allons leur dire? Parce que lorsque les cas emblématiques seront libérés, ces Congolais-là qui sont en prison vont nous regarder. Vous qui étiez en train de parler des cas emblématiques au nom de l'accord à la télévision, mais vous n'avez pas su que nous aussi, nous sommes compatriotes congolais, nous aussi nous devons aller aux élections, et aussi la décrispation politique pour qu'on aille aux élections nous concerne nous aussi. Ils vont nous poser cette question-là. Très bien. Même de la manière silencieuse. Est-ce que nous allons leur répondre? Le retour des exilés politiques. Vous savez, quand quelqu'un va en exil, il a des raisons, non? Je n'ai même pas posé la question, mais ça vous met mal à l'aise. Allez-y. Ben non, je suis à l'aise, moi. Allez-y, répondez. Comme il y a des milliers de Congolais qui sont en exil, vous croyez que moi, ça me met mal à l'aise quand on parle d'exilés? Répondez quand même. Mais non.
Pourquoi? Parce que je ne sais même pas de qui il s'agit. Nous voulons détendre le climat politique. Vous voulez? Détendre le climat politique avant les élections, il faut que les compétiteurs reviennent au pays. Les compétiteurs? Vous me faites rire. Allez-y. Le retour des exilés politiques, en rapport d'ailleurs avec les dédoublements de partis politiques qu'on ne touche pas, on va passer. Mais le dernier chapitre concernant la décrispation du climat politique reste les exilés politiques. Oui, ça ne vaut pas la peine, selon vous. On parlera d'exilés politiques après. Même si non, d'abord, les exilés politiques. Même si vous touchez le chapitre de dédoublement politique, je suis au niveau des exilés politiques peut-être qui sont concernés, il y a des partis qui ne le sont pas. Les exilés politiques, ils vont revenir au pays, cela ne vous dit rien, cela ne vous... Allez-y, vous aviez la réponse. Non, ce n'est pas que ça ne me dit rien. Les exilés politiques, je disais, quand chacun est allé en exil, il a de raisons d'aller en exil. Peut-être demain, après-demain, je me trouverai dans le même cas. J'irai peut-être en exil, s'il le faut. J'aurai mes raisons. Mais s'il faut que je rentre, je rentrerai. Et les conditionnalités pour rentrer, il ne faut pas alerter le monde pour que un exilé politique ou des exilés politiques rentrent dans leur pays. C'est leur pays. Ils rentrent, mais alors en se conformant aux lois de la République. Ça veut dire que quand on est exilé politique, on est parti. On veut rentrer. Il y a des conditions pour rentrer. C'est de se conformer aux lois de la République. Et lorsqu'on revient, on est en phase avec la loi, on rentre au pays. Mais il y a des gens que vous appelez exilés politiques qui ne sont pas exilés politiques. Quand quelqu'un est allé en promenade, quand quelqu'un est allé, disons, prétextant, voilà. Prétextant qu'il est allé aux soins médicaux. Et 4-5 jours, une semaine, on le trouve, il est ici, il est là, il est à gauche, il est à droite. Vous dites c'est un exilé politique. Avez-vous, pour être un exilé, il y a des conditions. On ne peut pas être exilé parce qu'on se trouve sur une terre étrangère. Et alors on dit, je suis en exil. Non. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Parce que vous savez, souvent dans notre pays, on utilise des termes à tort et à travers. On utilise de termes sans mesurer ou analyser tous les contours. Exilé politique, prisonnier politique, je ne sais quoi d'autre encore. Est-ce que ces termes conviennent? Je peux prendre mon avion demain, je vous dis, je pars rendre visite à mon frère qui se trouve dans un pays étranger, et quelques jours après, j'arrive là-bas, je suis devenu exilé politique. Est-ce que je suis sérieux? Non. D'accord, professeur. Lorsqu'on voit la déclaration notamment du G7, Moïse Katumbi est le candidat du G7. Il n'est pas au pays, selon vous, il n'est pas exilé politique, il était parti pour des soins médicaux. Ah ben, vous... Non, je vous paraphrase, puisque vous venez de le dire tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas cité, vous le citez. Alors, on va voir son cas, s'il est parti pour les soins médicaux, s'il est parti en exil, s'il est parti pour ses affaires, s'il est parti pour rendre visite à sa famille. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Alors, pourquoi tous ces temps qu'il a été à la majorité présidentielle n'avait pas spolié? En tout cas, chez nous, il n'était pas exilé politique. Bon, pendant qu'il était à la majorité, il n'avait pas de spoliation. Il a spolié quoi? Mais les griefs qui lui sont reprochés, notamment la spoliation d'un immeuble... Moi, je n'en sais rien. Moi, j'ai toujours aimé faire un débat désintéressé, c'est-à-dire sans focaliser mon attention sur une personne. J'aime bien parler du Congo que parler de personnes. Parce qu'à ce moment-là, on va biaiser l'émission et on ne parlera... Pourquoi ne peut-on pas parler de mon grand-père? Si vous le voulez bien. Donc, j'aime bien qu'on parle du Congo. Que de parler des individus. Mais oui. Même quand il est candidat pour une frange de l'opposition. Non, attendez, la CENI ne m'a pas encore dit qu'elle ait déjà fait appel à candidature pour qu'il y ait de candidats. Les gens peuvent se prononcer, vous savez. Oui. Hein? Et cela n'est pas un péché pour les G7.
Le fait de se prononcer, ce n'est pas un péché mon pour fils les gens. cadet a dit un jour Oui. qu'il était candidat député national. Il avait dit ça à la maison. Candidat député national. Et tout le monde a commencé à l'appeler honorable. Est-ce qu'il est honorable? Est-ce qu'il est candidat député national réellement? Je vous dis, mon fils cadet a dit, je suis candidat député national. Il l'a dit, sans aller à la CENI. Hein. Ah oui. Sans remettre son dossier, sans déposer son dossier à la CENI. Oui. Alors, il est déjà candidat député national. Est-ce que je peux arriver quelque part chez des amis pour dire, mon fils est candidat député national? Ce n'est pas un péché, d'autant plus que... Ce n'est pas un péché, mais avant d'aller déposer cette candidature, il faut vous prononcer, il faut vous proclamer. Mais est-ce que c'est sérieux? Alors, attendons le jour où la CENI va faire appel à candidature pour qu'on aille déposer les candidatures. Si mon fils va aller déposer sa candidature, alors on dira, mon fils est candidat. Très bien, c'est au mois de juillet selon le calendrier de la CENI. Oui. Et pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement, qui est un cadre de la majorité présidentielle, a annoncé aussi que celui qui va succéder à M. Kabila sera connu au mois de juillet. Des tractations internes s'organisent déjà. Est-ce que cela, on peut les concilier avec la visite du secrétaire général de la majorité dans vos partis politiques différents? Heureusement que vous avez parlé du porte-parole du gouvernement. Qui est un cadre de la majorité présidentielle. Non, s'il vous plaît. Il ne faut suis... pas faire l'amalgame. Il y a une institution qu'on appelle le gouvernement. Justement. Et il y a la majorité présidentielle. Oui. Le porte-parole du gouvernement, je crois qu'il porte la parole du gouvernement. Mais à la majorité présidentielle, nous n'avons pas encore tenu une réunion pour parler du dauphin. À ma connaissance, je parle en tant que responsable d'un parti politique de la majorité présidentielle. Il n'y a pas encore une réunion au cours de la majorité présidentielle, au cours de laquelle on a parlé du dauphin. Il n'y en a pas encore. Mais il peut être possible que l'un ou l'autre, étant dans le secret de Dieu, puisse le dire. Mais à la majorité présidentielle, il n'en est pas encore question. Vous comprenez? Il l'a même dit. Et pour le moment, l'heure n'est pas encore au niveau de... À la majorité présidentielle, on n'en a pas encore parlé. C'est ça la question que je pose. Est-ce qu'on peut les concilier avec la visite du secrétaire général de la majorité dans différents partis politiques? Non, je ne pense pas. Tout ce qu'on peut dire en ce qui concerne le secrétaire général de la majorité présidentielle, le camarade Aubin Minakou, oui, qui nous a fait honneur de visiter et tout le parti politique selon les instructions reçues de l'autorité morale, son Excellence Joseph Kabila. Il a été chez vous? Il a été à OMSR. Quel a été le message? Le message est 3. Nous devons nous préparer à aller aux élections. Nous ne devons pas être dans la distraction. Nous avons tous les fondamentaux pour nous préparer aux élections, c'est-à-dire l'accord du 31 décembre de Saint-Sylvestre qui est appliqué. Qui ne reconnaît pas selon vous les cas emblématiques. Nous avons... Oui. Les cas emblématiques sont là, oui, mais il y a au niveau de la majorité, vous ne reconnaissez pas. Et c'est la justice, c'est pas nous. Le calendrier électoral est là. La loi électorale a été adoptée au Parlement, promulguée par le président de la République. La machine à voter. Ça veut dire que nous avons, il y a la machine. La machine à voter, c'est un élément qui se trouve dans la loi électorale. Non, il n'y a pas que ça. Il y a le principe du La machine à voter a été élaguée. Il y a le principe du seuil. Le texte final. D'accord? Oui, allez-y. Et le message que le secrétaire général de la majorité nous a apporté, c'est de dire que les partis politiques de la majorité présidentielle ne doivent pas être dans la distraction, parce qu'il y a une distraction inouïe qui se passe aujourd'hui dans la communauté congolaise. C'est cette affaire de mars, tel a dit ça, tel a déclaré ceci. Nous respectons les institutions de la République qui sont en fonction et qui travaillent normalement bien. Et nous devons nous préparer, chaque parti donc, à aller aux élections
c'est-à-dire mobiliser ses membres, sensibiliser ses membres, organiser les préparatifs des élections et envisager à avoir des candidats valables pour que chaque parti ait un siège et pour que la majorité dans son ensemble puisse gagner les élections. Voilà le message en résumé du secrétaire général qu'il est venu nous donner. Oui. Et ça, c'était un réarmement moral pour nous, pour que nous puissions nous préparer aux élections au lieu de nous laisser distraire. Très bien, monsieur Raphaël Loulou, une question courte pour une réponse également courte. Pas des dauphins jusque-là, c'est par peur de l'autorité morale qui est monsieur Kabila ou c'est une stratégie? C'est une stratégie électorale. Ce n'est pas une peur? Non, on n'a pas peur. Peur de qui? De l'autorité morale? Justement. Mais non, parce que nous causons avec lui, on échange avec lui. On a peur de quoi? Tout à l'heure, là, le message du camarade Aubin Minakou, c'était envisager avoir des candidats valables pour gagner et rien que gagner ces élections. Mais oui, nous nous préparons. Les élections sont une compétition. Mais il y a un vide au sommet. Non, il n'y a pas de vide. Je vous fais dire. Envisager. Je vous fais dire que nous, la majorité présidentielle, nous aurons des candidats à tout le niveau, au niveau présidentiel jusqu'au niveau. Vous l'avez déjà dit. Pourquoi est-ce que ça doit être une stratégie pour la majorité? Écoutez, pourquoi les élections se préparent? C'est comme on est dans la cuisine, on prépare un plat. Comment voulez-vous qu'on vous dise, vous qui serez invité, ben, vous allez manger, on va préparer ceci, on a mis les tomates et les oignons, etc. La maman dans la cuisine a sa stratégie culinaire. Nous aussi, à la majorité, nous avons notre stratégie électorale. Et nous aurons de candidats à présenter à tous les niveaux. Et comme le secrétaire général de la majorité l'a dit, nous allons dans cette compétition-là pour gagner. Rien que gagner. Nous gagnerons les élections. Il n'y a pas un vide au sommet lorsque vous envisagez avoir des candidats à tous les niveaux? Non, il n'y a pas de vide. Ah oui. Attendez plutôt, c'est là que je dis, retenez votre souffle. Lorsque nous allons présenter de candidatures, vous connaîtrez notre candidat à l'élection présidentielle. Oui. Bon, arrivé au mois de juillet. Pourquoi nous allons laisser un vide? Arrivé au mois de juillet, oui. La CENI fait appel aux candidats. Oui. Qu'est-ce que la majorité compte faire? Mais c'est d'aller déposer la candidature de son candidat à l'élection présidentielle. C'est tout. Vous croyez que la majorité fera quoi? Elle ne va pas trembler. Parce qu'elle se prépare déjà. Donc c'est pour autant, comme c'est une stratégie pour la majorité, oui. Vous fustigez également le fait pour l'opposition de brandir à tout moment son candidat président de la République. Et apparemment ça vous met très mal à l'aise. Non, c'est pas notre affaire. Ils ont commencé à brandir des candidats, et les candidats se sont entrechoqués, et ils ont fait des alliances, et les alliances se sont défaites, et ils sont en train de renouer d'autres, et là où il n'y aura pas de candidats, etc. Ça, c'est leur affaire. Peut-être, nous, notre stratégie, c'est de nous taire. Et leur stratégie, c'est de clamer haut et fort le nom de leur candidat. Nous avons des stratégies tout à fait différentes. Et ça ne nous fait pas peur du tout. Non, c'est leur stratégie. Vous pouvez leur demander de décliner tous les candidats députés provinciaux, tous les candidats sénateurs, tous les candidats ministres provinciaux, tous les candidats conseillers communaux, ils vous le diront. Mais dans notre stratégie, nous nous taisons. Nous faisons tout en silence et le moment venu, vous le saurez. Très bien, mais... Et peut-être je constate, oui. C'est peut-être eux qui ont peur. Peut-être vous parlez en leur nom, qui avez peur. Parce que vous ne connaissez pas encore notre candidat. N'ayez pas peur. Soyez serein, calme, vous le connaîtrez. Parce qu'il est là et nous allons vous le présenter. Le financement des élections en RDC, bon, d'abord la question de savoir si les élections auront lieu en 2018. Vous avez répondu l'autre fois que c'est une réalité. On a la loi électorale, on a les machines à voter sont là. Il y a plusieurs signaux qui montrent qu'il y aura l'élection en 2018. Il y a la loi, il y a l'accord
de Saint-Sylvestre, il y a le calendrier électoral, il y a la loi électorale promulguée par le chef de l'État, Joseph Kabila, si vous avez oublié son nom. Il y aura aussi la loi sur la répartition de sièges au mois d'avril. Très bien, maître. Tous les décors est donc planté pour des élections. Le social, c'est également un autre volet prioritaire signé au niveau de l'accord ou marqué au niveau de l'accord. Est-ce que les élections, le social des Congolais, les financements des élections, ce n'est pas une union contre nature? Non. Ça ne pourrait pas être un prétexte non. Tard, pour dire que non, on n'a pas pu financer les élections, puisque on s'occupait par exemple de ceux-là qui ont perdu leurs proches à l'issue des pluies diluviennes de ce mois de janvier. Oh, je constate que vous êtes en train de faire un amalgame de sujets. Mais qu'à cela ne tienne, je vais tout de suite vous donner une certaine prise. Le financement des élections. Le financement des élections par rapport au social. Le social, vous savez, c'est un mot aussi emblématique au Congo. Quand on parle du social, tout de suite on voit le salaire. Mais je crois que l'appréhension du mot social n'est pas celle qui nous renvoie toujours au salaire. Le salaire est bien sûr un élément qui constitue le social, mais dans le social, il y a un package. Vous avez tout. Vous avez les soins médicaux, vous avez la scolarisation des enfants, vous avez le transport, vous avez les routes, il y a beaucoup de secteurs là-dedans. Et le social, par rapport au financement des élections, c'est la mission donnée au gouvernement qui est dirigé aujourd'hui. Encore un rappel important par un membre du rassemblement, d'accord, de l'opposition, Bruno Tshibala, le Premier ministre. Là encore, il y a à boire et à manger. Hein. Non, il y a tout simplement à avaler. Il n'y a rien à boire et à manger. Allez-y, allez-y. Oui, parce que le Premier ministre est là. Donc, nous sommes en train de dire, cette mission a été confiée au gouvernement de financer les élections et de penser au social de Congolais. Et je pense que ce n'est pas le gouvernement qui viendra nous dire un jour, non, on ne sait pas aller aux élections parce qu'on était en train de s'occuper du social. Non. Même moi, je ne pardonnerai pas à ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement s'occupe du social des Congolais, selon vous? De la manière qu'il peut. De la manière qu'il peut. Est-ce que ce gouvernement... Moi, je ne peux pas vous dire que je ne viens pas faire ici. Je ne viens pas ici apporter un jugement sur le travail du gouvernement. Ce n'est pas mon rôle. Mais de la manière qu'il peut, il est en train de le faire. Et s'il ne le fait pas, je profite de votre micro pour dire à ce gouvernement, il doit le faire. Parce que c'est une mission. Voilà, un gouvernement d'union nationale. C'est une mission qui lui a été donnée. C'est une des missions. Qui attribue tous les ministères régaliens aux membres de la majorité présidentielle. Une incise de taille, à ne pas oublier. Gouvernement d'union nationale. Mais d'union nationale, s'il vous plaît, je crois que cette analyse, vous l'auriez faite à l'époque où le Premier ministre Bruno Tshibala a sorti son gouvernement. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle vient faire aujourd'hui. Non, pour dire que s'il y a échec, c'est que c'est l'union nationale qui échoue. Ce n'est pas seulement les membres de l'opposition qui sont dans ce gouvernement. S'il vous plaît, ça veut dire qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, peut-être que vous avez peur de mots. Moi, je n'ai pas peur du tout. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'opposition et la majorité sont en train de co-gérer. Oui, c'est une gestion collégiale, une gestion commune. S'il y a à répondre, il n'y a pas que la majorité, aussi l'opposition. Et c'est une réalité. Nous sommes dans la co-gestion aujourd'hui de la Respublica. Donc, il n'y a pas... Qu'on nous dise que les postes sont donnés à tel. C'est un vieux débat, ça. C'est un débat qui aurait eu lieu avant la sortie du gouvernement ou quand le gouvernement était sorti. Et puis, qui a sorti le gouvernement? C'est le Premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement. Donc, aujourd'hui, vous restez optimiste sur les financements des élections propres par Moi, je fais confiance au gouvernement. Oui. Dirigé par... Son Excellence Bruno Tshibala, Premier ministre. Je fais confiance au gouvernement, que le gouvernement
n'a pas encore oublié ses missions, entre autres, financer les élections et s'occuper du social du Congolais. Social du Congolais, mythe ou réalité? Je reviens à ces niveaux. Non, c'est une réalité. À quel niveau? À tous les niveaux, parce que nous savons qu'ils sont en train de faire, et dans les hôpitaux, on s'occupe des malades, dans les hôpitaux, il y a des médicaments, les routes, on est en train de les entretenir là où ça fait pas, où les pluies ont abîmé, on est en train de colmater, on est en train d'arranger, et quoi d'autre? Les écoles, on s'en occupe, les élèves sont en train d'étudier, les universités, il y a encore, tout récemment là, on vient de baisser les taux de frais scolaires, de frais académiques, pardon, à l'université. C'est le social, le gouvernement est en train de faire son travail. Comment jugez-vous un gouvernement qui octroie aux Congolais un pays, mais avec plusieurs taux? On revient d'abord à ça. Non, attends. À l'université, c'est 92. Je dis ici. À la cité, c'est 16. Je l'ai dit tout à l'heure. À la banque, c'est 18. Oui. Et, bon, on ne sait pas. Si aujourd'hui, on vous demandait de faire un bilan à ce niveau. Non. Et pas plus tard que ce matin, les étudiants sont en colère pour dire que il y a la non-application de cette mesure du ministre de l'ESU. S'il vous plaît, je crois que vous me donnez l'occasion, sans toutefois éluder la question. Vous êtes encore académique. Parce que je ne suis pas... Je viens tout de suite de l'université avant de venir ici. Justement. J'étais à l'UPN, à l'Université pédagogique nationale, et les étudiants sont en train d'avoir cours. J'ai pas vu les étudiants qui manifestent. C'est pour taire les noms de l'Institut. Non. On préfère taire les noms de l'Institut. Oui, on peut taire, mais je vous dis la réalité. Moi, je viens de l'université avant de venir ici, à l'antenne. Et je profitais de votre micro. Chers étudiants, il ne faut pas que les gens en mal de positionnement ou en mal de popularité viennent vous déranger de temps en temps pour vous amener ici à revendiquer cela et là à revendiquer cette autre chose. Non, vous êtes là pour étudier, vous êtes là pour suivre votre cursus académique et devenir comme eux. Parce qu'il y a des gens qui profitent, ils trouvent que les universités aujourd'hui ou les étudiants constituent une pépinière pour eux, pour aller chercher et les ramener dans le mouvement et qu'ils sont en train d'organiser, marches et autres. Non, chers étudiants, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'étudier, c'est tout. Et aujourd'hui, le gouvernement, par le biais du ministre, vient de baisser le taux de frais académiques. Bien sûr, c'est une particularité pour les étudiants, pour permettre à ce que les étudiants arrivent à payer convenablement les frais académiques, que le gouvernement vient de faire ça. Ce n'est pas une mesure pour tout autre. On ne peut pas aller à la banque aujourd'hui pour dire, comme le taux de frais académiques est baissé à 920, vous aussi à la banque, baissez votre taux. Et là, vous ne pouvez pas condamner pour dire, dans un État, comme je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens avec un air sarcastique sont en train de dire, dans un État, vous avez plusieurs taux. Non, s'il vous plaît. Nous sommes ici, c'est un cas qui rentre dans le social. Le ministre de l'Enseignement l'a dit aussi. C'est pour permettre aux étudiants qui sont en difficulté de pouvoir payer les frais académiques et étudier normalement. Très bien. Ça n'a rien à voir avec le taux que la banque fixerait ou que l'on fixerait je ne sais où. Non, c'est une mesure vraiment sociale. Très et bien. Ça me donne l'argument de dire que le gouvernement est bel et bien en train de remplir sa mission. Mais je ne suis pas pour juger le gouvernement, pour dire comment vous trouvez le gouvernement. Ce n'est pas mon rôle, ça. Très bien. Financement des élections, remplir sa mission liée ou dévolue au social, ça ne pourrait pas être un prétexte plus tard pour dire qu'on n'a pas pu financer les élections. Non. Et si cela arrivait? Si cela arrivait, il n'y a que la CENI. En train de prévenir. Il n'y a que la CENI seule. Oui. Vous savez le grand problème, c'est quoi? Si cela arrivait, on va chercher on va pointer le doigt accusateur sur telle ou telle personne. Non. Je voudrais que les Congolais... On l'a fait en 2016, il n'y avait pas de financement. Il n'y avait pas eu solution valable pour la tenue des élections. Je voudrais que les Congolais comprennent. Oui. Nous avons des institutions et chaque institution a sa mission.
en rapport avec le processus électoral ou au sujet du processus électoral dans son ensemble, il n'y a que la CENI seule qui peut nous donner des avis. Personne d'autre. Et si ça se bloquait, c'est la CENI seule qui va nous dire qu'à tel niveau, il y a un couac. C'est la CENI seulement. Et s'il n'y a pas d'argent, la CENI va le demander au gouvernement. Ce n'est pas à n'importe qui dans la rue commencer à demander l'argent pour organiser les élections à la CENI. Non! Il faudrait que les gens soient disciplinés au moins. Et c'est ça le rôle de vous, autres journalistes et des médias en général. C'est de sensibiliser cette population. Je pense que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas être devins de mauvais augure pour dire que ça va se bloquer. Non! Pour autant que la CENI ne nous a pas encore donné un son contraire. Je reste confiant que les élections auront bel et bien lieu. Je suis confiant que le gouvernement est en train de financer de l'ordre de 20 millions par mois, 30 millions, la CENI. Je reste confiant que le Parlement est en train de parachever l'arsenal juridique par la dernière loi qui reste, c'est-à-dire la loi sur la répartition des sièges à la session de mars. Je reste confiant que les partis politiques de la majorité ne sont pas distraits. Ils se préparent à aller aux élections. Et je reste confiant que nous, de la majorité, nous allons gagner les élections. Très bien. C'était le professeur Raphaël Loulou sur les plateaux Au cœur des élections. Il restait confiant que le gouvernement est en train de financer la CENI par mois pour qu'il y ait élection en 2018, quand bien même que les machines à voter ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Alors ce sujet, en rapport avec la décrispation du climat politique, reste ouvert sur les antennes de Siloé Télévision. Maître, nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi quand je suis chez Siloé. Très bien. Je salue le pasteur Mbié. Madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.